Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, aujourd'hui en compagnie de Claude Lafleur et Dylan Baillargeon, nous allons poursuivre notre tour d'horizon de l'actualité en nous concentrant sur l'exploration de la Lune qui se poursuit de plus belle. Claude, tu considères même que 2023 est l'année du retour à la Lune, tant l'activité a été riche concernant notre plus proche voisine. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé l'année passée. Exactement. En fait, là, ce qui est remarquable, c'est qu'au cours des 9 ou 10 derniers mois, on a assisté à 5 missions lunaires, à 5 tentatives d'alunissage, chose qu'on n'avait pas vue depuis l'époque d'Apollo. Là. Ça fait une bonne 50aine d'années qu'on avait assisté à autant de missions lunaires. C'est vraiment une période remarquable. J'ajouterais, en petit détail historique, nous enregistrons cette émission-là le 1er février. Donc, si jamais, quand vous l'écoutez, il y a peut-être des choses qui vont s'être passées entre-temps, mais j'ajouterais que pour nos supporters Patreon, ils vont avoir le privilège d'écouter ce balado-là le 4 février, dimanche le 4 février. Or, il y a exactement 7 ans, le 4 février 2018, Mathieu et moi, on diffusait le premier balado. C'était le début de l'aventure. Donc, c'est un anniversaire pour ceux et celles qui nous écoutent en ce dimanche 4 février. Ça fait 7 ans qu'on fait le balado. Ça fait 7 ans qu'on a beaucoup de plaisir. Et moi, je suis toujours, en parenthèse, je suis toujours en contact avec Mathieu. Et Mathieu se porte bien. On peut dire qu'il a refait sa vie. Là, il est rendu ailleurs maintenant. Mais on reste toujours des bons amis. J'en profite pour saluer Mathieu aussi, qui est évidemment le créateur du balado. Donc j'en profite pour le saluer chaleureusement. Laurent Runigo, qui d'habitude nous accompagne, est légèrement souffrant. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Et je me permets de le remplacer pour souhaiter la bienvenue à de nouveaux patrons, donc qui nous écoutent peut-être ce 4 février, Olivier Théveny, Laurent Brunel, Bérangère Segard, Guillaume Drapier, et nous saluons Dan Broder qui a augmenté sa participation. Un grand merci à tous donc. Nous vous dédions cet épisode. Et comme toujours, notre ami Dylan fera de son côté la lecture de quelques moments forts qui ont parsemé l'année 2023. Bonjour à toi Dylan. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la première partie de cette revue d'actualité, le balado 126 consacré aux stations orbitales et au tourisme spatial, nous avons vu que nous traversons une période incertaine en matière de vol humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui se passe par-delà l'orbite terrestre. Et là encore, il y a beaucoup d'incertitudes, Claude. Exactement. En fait, là, si on pouvait dire que l'année 2021 avait été l'année du tourisme spatial, il y a eu beaucoup de missions touristiques, là, ça avait été le début d'une nouvelle ère, on peut dire que 2023, ça a été véritablement l'année du retour à la Lune. En fait, on a assisté à 5 missions lunaires, comme on va le voir, et comme on l'avait rapporté d'ailleurs dans le balado 108 sur le retour sur la Lune, c'est pas facile de se poser sur la Lune. En fait, des 5 missions auxquelles on a assisté ces derniers mois, il y a eu 3 échecs. Donc, c'est pas facile de retourner sur la Lune. Comme on en parlait dans le balado 108, d'ailleurs, j'invite les gens à le réécouter. Vous allez peut-être saisir certaines difficultés qui ont marqué justement les derniers mois de la conquête de l'espace. Un taux d'échec aussi élevé peut surprendre lorsqu'on songe que dans les années 70, les Américains et les Soviétiques parvenaient à l'unir sans trop de problèmes. Alors comment ça se fait, Claude, que 50 ans plus tard, nous éprouvons autant de difficultés? En fait, la réponse courte à cette question-là, c'est que l'espace, ça demeure un milieu hostile. Un milieu qui ne pardonne pas la moindre faille, la moindre erreur, le moindre oubli qu'on pourrait commettre quand on prépare une mission. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut préparer toute mission spatiale avec beaucoup, beaucoup d'attention. Parce que, comme on va le voir, le moindre petit oubli risque d'être fatal. Voilà ce que nous allons explorer donc plus en détail en revisitant l'année lunaire 2023, qui en fait débuté le 11 décembre 2022 avec le lancement de la sonde Hakuto Air de la firme japonaise iSpace. Cette sonde a été lancée par une fusée Falcon 9 de SpaceX, une autre entreprise privée. Le secteur privé est donc de plus en plus présent ces dernières années, Claude, c'est une tendance qui se poursuit. Exactement. En fait, la compagnie iSpace visait à devenir la première entreprise privée à se poser sur la Lune.
les gens vont peut-être se rappeler aussi de la sonde israélienne Bereshet, qui était aussi une sonde privée, mais dans ce cas-là, on considère plutôt que c'est une sonde qui était financée par des intérêts privés. Ce n'était pas nécessairement une entreprise privée. Donc, eSpace espérait devenir la première entreprise privée à se poser sur la Lune. Maintenant, comme on va le voir, ça a été un échec et pour des raisons qu'on expliquait d'ailleurs justement dans le balado 108 sur la reconquête de la Lune. iSpace considère sa première mission à couteau air comme un vol d'essai avec à son bord plusieurs expériences et appareils de démonstration. Il y a entre autres l'astromobile Rachid des Émirats Arabes Unis, une deuxième mission à couteau air étant d'ores et déjà prévue pour 2024, c'est ça? Exactement. À l'époque où on a lancé la sonde, on prévoyait cette mission-là. On peut rappeler que le projet AccuToAir a commencé il y a une douzaine d'années. À l'époque, il y avait une fondation qui avait mis sur pied un prix qui s'appelait le Google X-Prize, qui avait pour but d'encourager des entreprises privées à développer des engins capables de se poser sur la Lune. Donc, il y avait une espèce de compétition internationale. Je pense qu'il y a une vingtaine d'entreprises qui y ont pris part. L'idée, c'était quelle va être la première à arriver sur la Lune. Et je pense que le prix aurait été l'entreprise qui aurait réussi la première aurait remporté, je pense, c'était peut-être 10 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Maintenant, la compétition a été abandonnée parce que personne n'a été capable de se rendre sur la Lune dans les délais prévus. En fait, au moment où eSpace a amorcé son projet AccuToAir, l'entreprise pensait qu'elle serait en mesure de lancer sa sonde 3 à 5 ans après le début de son projet, alors qu'en réalité, il se serait écoulé 12 ans. Le lancement d'AccuToAir M1 marque le début d'une nouvelle ère dans l'exploration de la Lune, celle des missions commerciales. Au lieu que ce soit des agences gouvernementales qui financent et réalisent ces missions, ce sont désormais des entreprises privées qui mettent à disposition de tous des systèmes de transport lunaire. Ces entreprises visent donc à livrer des appareils et des expériences conçues par une variété de clients, des agences spatiales, des universités, des centres de recherche, des entreprises privées et pourquoi pas même des particuliers. Exactement. On assiste vraiment au début d'une nouvelle ère, c'est-à-dire celle où ce ne sera pas nécessairement des agences spatiales comme la NASA qui va financer des missions lunaires, mais plutôt des entreprises privées qui vont mettre au point des sondes capables de se poser sur la Lune. Parce que, outre eSpace, 2 autres entreprises américaines, celles-là, avaient aussi prévu lancer leur sonde vers la Lune durant l'année 2023. Il y a l'entreprise Astrobotic, dont on va parler tantôt, et aussi Intuitive Machines. Donc, l'idée, c'est vraiment que des entreprises vont développer des sondes capables d'aller sur la Lune et à ce moment-là, si vous avez besoin de réaliser une expérience sur la Lune, que vous soyez une agence spatiale, un centre de recherche ou même un particulier, vous pourriez monter à bord. Et donc, pour iSpace, Claude, il s'agit avant tout d'une première expérience spatiale, c'est ça? Exactement. Comme nous l'expliquions dans le balado 108, AccuToAir ne s'est pas envolé directement vers la Lune comme le faisaient à l'époque les missions Apollo. Quand on lançait des astronautes vers la Lune, on s'en allait directement vers la Lune, ce qui demandait à peu près 2 ou 3 jours de vol avant d'arriver à destination. 3 ou 4 jours de vol avant d'arriver à destination. Dans le cas de AccuToAir, la sonde a pris un trajet beaucoup plus long. Elle s'est rendue au point Lagrange 1, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, pour ensuite revenir vers la Lune. La Lune se trouve à 385 000 kilomètres de nous. Donc, la sonde est d'abord partie jusqu'à 1,5 million de kilomètres pour ensuite revenir. Ça peut paraître bizarre d'une telle trajectoire, mais il faut savoir que c'est une façon d'économiser de carburant. C'est-à-dire que ça prend moins de carburant en passant par le point Lagrange 1 pour revenir vers la Lune que d'y aller directement. Pour comprendre le pourquoi, c'est assez simple. C'est quand vous allez en direction de la trajectoire directe vers la Lune, vous arrivez aux abords de la Lune avec une grande vitesse. Et à ce moment-là, il faut donner un gros coup de frein pour se placer en orbite lunaire. Si vous passez, par exemple, par une trajectoire indirecte, comme par le point Lagrange 1, vous arrivez aux abords de la Lune avec beaucoup moins de vitesse. Donc, ça vous prend beaucoup moins de carburant pour freiner, pour vous placer en orbite autour de la Lune.
Évidemment, si ça vous prend moins de carburant, ben vous pouvez placer davantage d'instruments scientifiques ou de charges utiles à bord de la sonde. Et c'est pour ça qu'on va le voir d'ailleurs dans le cas d'Acuto-Air comme de d'autres sondes, ça coûte moins cher de prendre une trajectoire indirecte qui demande beaucoup plus de temps. Dans le cas présent, ça va demander 3 mois, que d'y aller en vol direct. Ça prend moins de temps, mais ça coûte plus cher en énergie. Pour les contrôleurs de vol d'iSpace, c'est l'occasion d'apprendre à naviguer dans l'espace. Notre premier vol vers la Lune se déroule très bien, déclare Ryo Uji, directeur technique d'iSpace. 2 mois après le lancement, il considère que Acuto-Air a franchi avec succès 5 des 10 étapes de sa mission. Jusqu'à présent, nous avons opéré notre engin comme prévu, sans aucun problème le majeur, ajoute son patron Takeshi Akamada. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas eu à relever certains défis. En effet, les contrôleurs ont dû résoudre une série de petits problèmes, dont des températures plus élevées que prévues à bord de la sonde, des instabilités de communication ainsi qu'un ordinateur de bord qui a redémarré plusieurs fois. Mais il s'agit là de problèmes mineurs qui n'ont pas entravé les opérations de la sonde. Puis, tel que prévu, Acuto-Air s'insère en orbite autour de la Lune le 20 mars grâce à un freinage de plusieurs minutes exercé par son moteur fusée. Elle se déplace sur une orbite dont l'altitude varie entre 100 et 6000 km. Elle complète ainsi la 7e de ses 10 étapes. Les 3 dernières étant 1 de circulariser l'orbite à 100 km d'altitude, 2 se poser sur la Lune et 3, ultimement, y opérer correctement durant quelques jours. iSpace prévoit de tenter un alunissage fin avril en se posant dans un cratère nommé Atlas situé au bord de la mer du Froid, Mare Frigoris, dans la portion nord-est de la face visible de la Lune. Le 14 avril, iSpace annonce avoir circularisé l'orbite de sa sonde à 100 km d'altitude, complétant la 8e de ses 10 jalons. Ce que nous avons accompli jusqu'à présent est déjà une belle réussite, déclare avec satisfaction Akamada, et nous appliquons déjà les leçons apprises de ce vol à nos futures missions. L'alunissage est alors fixé au 25 avril, au terme d'une descente qui devrait durer 1 heure et commencer par un coup de frein donné par le moteur fusée de la sonde. Nous y voilà enfin, déclare le patron d'iSpace. J'ai déjà hâte d'assister à cette journée historique marquant le début d'une nouvelle ère dans les missions lunaires commerciales. D'autre part, iSpace profite de la publicité qu'elle obtient à travers le monde pour se lancer en bourse. Elle s'inscrit sur le marché de croissance de la bourse de Tokyo, une bourse réservée aux petites entreprises à haut risque. À l'ouverture des marchés, une part de l'entreprise vaut 1,91 $ américains, mais très vite, le 13 avril, elle grimpe en flèche, atteignant 9 $, puis dépasse même les 11 le lendemain. Voilà qui confère à iSpace une capitalisation boursière de 900 millions de $. Et voilà, Claude, que mardi 25 avril, la sonde Acuto-Air tente de se poser sur la Lune. On assiste alors à la première tentative d'alunissage en près de 3 ans, puisque la précédente avait été celle de la sonde chinoise Chang'e 5 le 1er décembre 2020. Alors, comment ça s'est passé ? Pour moi, là, ça a été un beau moment parce qu'on a pu suivre l'alunissage en direct sur Internet via le site de la compagnie iSpace. Il est midi, heure du Québec. La sonde doit se poser dans une vingtaine de minutes. Dans une quarantaine de minutes plutôt. Et là, on peut suivre en direct l'alunissage. Donc, on voit surtout sur nos écrans, il n'y a pas de caméra à bord de la sonde qui nous montre en direct ce qui se passe. On voit surtout le centre de contrôle, les techniciens qui suivent de près l'alunissage. Et on a quelques données techniques qui nous montrent à quelle vitesse va la sonde, à quelle altitude elle se trouve. Et là, on peut suivre donc l'alunissage et on voit que tout se passe bien, que la sonde progresse normalement, qu'elle descend vers la Lune tel que prévu. Ça semble bien se dérouler jusqu'à peu près une trentaine de secondes avant l'alunissage, où là, les données qu'on voyait sont remplacées par des données de simulation. Là, on se pose certaines questions. Est-ce que c'est simplement une perte de contact à radio? Là? La sonde est tellement occupée dans les dernières secondes qu'elle ne transmet plus à la Terre? Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et donc, le temps passe. De toute évidence, la sonde s'est posée sur la Lune, mais on n'a aucun contact à radio. Et là, on voit de plus en plus le visage des contrôleurs japonais devenir de plus en plus sombre, de moins en moins de sourire.
Et là, on se demande ce qui se passe et on n'a toujours pas de contact avec la sonde. Et quand on le voit en direct, parce que vous connaissez la fin de l'histoire, à ce moment-là, on ne la connaît pas. On se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la sonde s'est posée sur la Lune, mais elle n'est plus en contact avec la Terre, mais elle va rétablir le contact avec la Terre, ou est-ce que plus ou moins la sonde s'est écrasée? Finalement, au bout d'à peu près 25 minutes, le patron de eSpace fait une conférence de presse en expliquant que les contrôleurs de l'entreprise ont été en contact avec la sonde jusque dans les dernières secondes et que là, après ça, ils ont perdu tout contact radio et que même 25 minutes après, il était impossible de rétablir le contact. Ça fait que le président vient à la conclusion qu'il faut probablement se faire à l'idée que la sonde n'a malheureusement pas rempli sa mission, donc on est face à un échec. Dans un communiqué publié 6 heures plus tard, iSpace explique que durant l'approche finale, il est estimé que la vitesse de descente a rapidement augmenté, ce qui suggère un arrêt prématuré du moteur fusée et que la sonde aurait manqué de carburant. Hakuto Air a donc raté la 9e étape de sa mission, conclut laconiquement le communiqué d'iSpace. Le patron de l'entreprise évoque néanmoins que les données collectées durant la tentative d'alunissage serviront aux 2 prochaines missions lunaires. Malgré le fait que nous n'avons pas réussi à alunir, cette mission demeure importante puisque nous avons acquis beaucoup de données et d'expérience en étant capables d'exécuter la phase d'alunissage. Dylan, que sait-on de ce qu'il s'est passé au juste dans les dernières minutes de la descente vers la Lune ? 1 mois plus tard, après avoir analysé en détail les données recueillies durant la descente, les ingénieurs d'iSpace concluent que la sonde a été victime d'une erreur de pilotage de son ordinateur de bord, celui-ci ayant été confronté à une situation inattendue. Au moment où la sonde est passée au-dessus du bord du cratère d'Atlas, dans lequel elle allait se poser, l'ordinateur aurait reçu 2 mesures d'altitude différentes, ce qui l'a rendu confus. Il a donc choisi d'ignorer l'une d'elles, la bonne. Il a alors conclu que la sonde était parvenue près de la surface lunaire alors qu'elle se trouvait encore à 5 km d'altitude. Ryo Uji, directeur technique d'iSpace, explique que l'ordinateur de bord n'avait pas été programmé pour faire face à une telle situation. Il avait fait le mauvais choix, dit-il. Il ajoute qu'à l'origine, la sonde devait se poser sur une plaine avec peu de cratères, mais qu'on a par la suite décidé de le faire alunir dans un cratère. Ce changement n'a pas été pris en compte avant le lancement. C'est là un bel exemple qui illustre à quel point il faut penser à tout. À l'origine, la sonde devait, comme explique Dylan, la sonde devait se poser sur une plaine, mais comme on a changé le site d'atterrissage pour plutôt viser un cratère, il n'était pas prévu que la sonde passerait au-dessus du bord du cratère, ce qui fausserait les données. Quand je vous disais que l'espace est un milieu hostile qui pardonne aucun oubli, aucune erreur, aucune faille, on a l'exemple de un petit changement de dernière minute qui a été ensuite oublié, fait en sorte qu'on a été confronté à un échec. L'espace, ça ne pardonne pas. Le 14 juillet, l'Inde lance à l'aide de sa propre fusée sa 3e sonde lunaire, Chandrayaan-3, qui signifie en sanskrit « vaisseau lunaire ». Celle-ci reprend la mission de Chandrayaan-2 qui, le 6 septembre 2019, a raté son alunissage, comme on le racontait dans le balado 108. Une mission Chandrayaan se compose de 3 véhicules, un module de transport Terre-Lune, un atterrisseur nommé Vikram et un astromobile nommé Pragyan. Pour parvenir à la Lune, la sonde Chandrayaan-3 ne prendra pas la route directe, comme dans le cas d'une mission Apollo, ne passera pas non plus par le point Lagrange 1, comme la sonde Hakuto Air, mais va prendre une autre trajectoire. En fait, une trajectoire très simple. La sonde est tout simplement placée en orbite terrestre, sur une orbite haute, et va augmenter graduellement son orbite, tout en continuant à tourner autour de la Terre, jusqu'à ce que l'altitude de l'orbite atteigne celle de la Lune à 385 000 km. Ça va prendre 3 mois pour y parvenir à ce moment-là, mais au moins la sonde arrive autour de la Lune, encore là une fois, en économisant beaucoup de carburant, ce qui permet de placer davantage de charges utiles en orbite autour de la Lune et éventuellement sur la Lune. Chandrayaan-3 parvient finalement à destination le 5 août en s'insérant en orbite autour de la Lune. Elle se place d'abord sur une orbite très ovale qu'elle circularise à environ 155 km d'altitude au cours des 2 semaines suivantes.
On nous annonce alors que Vikram devrait tenter de se poser le 23 ou le 24 août à proximité du pôle sud par 69 degrés de latitude sud. Jamais une sonde ne s'est posée si proche du pôle sud de la Lune. Et sur Terre, on peut imaginer qu'une telle latitude correspond plus ou moins à la pointe sud de l'Argentine, c'est ça? Exactement. L'objectif de la mission, c'est avant tout de se poser sur la Lune, de réussir un alunissage. Les Indiens avaient raté leur première fois, ce qui est un peu normal. Cette fois-ci, l'objectif premier, c'était de se poser sur la Lune. Et là, si tout va bien, la sonde Chandrayaan devait déposer un petit véhicule tout-terrain, un petit astromobile de 26 kg qui allait explorer la Lune pendant quelques jours. En fait, les deux sondes, la sonde qui se pose et l'astromobile, devaient étudier la Lune durant la journée lunaire. Ils se posent au début d'une journée lunaire. Une journée lunaire, ça dure l'équivalent de 2 semaines sur Terre. Donc, leur mission, si tout allait bien, c'était d'explorer les environs où elles se sont posées durant 2 semaines. Lorsque la journée lunaire se termine, lorsqu'arrive la nuit, là, les températures se mettent à baisser drastiquement sur la Lune. En fait, il fait durant la nuit lunaire jusqu'à moins 130 degrés Celsius. Et les sondes, l'équipement électronique des sondes n'est pas conçu pour supporter de telles températures. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'au terme de la journée lunaire, les deux sondes termineraient leur mission, mais le but premier, c'était de se poser sur la Lune et pourquoi pas explorer un peu la Lune. C'était l'objectif. Entre-temps, le 10 août, les Russes lancent leur sonde Luna 25. Celle-ci ne met que 5 jours pour parvenir jusqu'à la Lune, se plaçant elle aussi sur une orbite très elliptique. Elle prend ensuite 1 semaine pour la circulariser. L'agence spatiale soviétique Roscosmos nous annonce alors que la sonde Luna 25 devrait tenter de se poser le 21 août, donc 2-3 jours avant la sonde Vikram indienne. On assiste presque à une espèce de course. Est-ce que les Russes vont réussir à se poser près du pôle sud avant l'Inde? D'ailleurs, l'agence de nouvelles TASS nous annonce déjà que la sonde Luna 25 pourrait bien être la première sonde au monde à se poser près du pôle sud. On assiste donc, en cette fin du mois d'août, à une espèce de course entre la Russie et l'Inde. Toutefois, le 19 août, 2 jours avant qu'elle n'entreprenne sa descente, Luna 25 connaît une sérieuse anomalie. Alors Dylan, que s'est-il donc passé? Après que l'ordre lui a été donné de se placer sur une orbite dite pré-atterrissage, une situation anormale s'est produite à bord de Luna 25, nous indique Roscosmos. Conformément au plan de vol, à 14h10, heure de Moscou, l'ordre a été donné à la sonde de se placer sur l'orbite de pré-atterrissage, nous dit-on. Toutefois, au cours de l'opération, une urgence s'est produite à bord qui n'a pas permis à la sonde d'effectuer la manœuvre prévue. Le lendemain, TASS, T-A-S-S, nous informe que Luna 25 est entrée en collision avec la Lune. Une curieuse formulation, n'est-ce pas? Autrement dit, elle s'est écrasée sur la Lune. De son côté, Yuri Borisov précise que le moteur fusée, qui devait ralentir légèrement la vitesse de la sonde afin d'abaisser l'orbite, a fonctionné 43 secondes plus tôt que prévu. Borisov explique que le moteur fusée de Luna 25 a fonctionné durant 127 secondes lors de son ajustement d'orbite, au lieu des 84 secondes prévues, ce qui a été la cause première de l'écrasement. C'est là un échec surprenant, pour ne pas dire un cuisant revers pour les Russes. C'est-à-dire que si la sonde Luna 25 avait raté son alunissage dans les dernières secondes, ben on aurait compris, parce que, comme on l'a vu, c'est pas facile de se poser sur la Lune. Mais là, que la sonde Luna 25 rate un banal changement d'orbite pour s'écraser sur la Lune, ça surprend un peu. C'est en fait un cuissant revers pour Vladimir Poutine qui veut justement se servir des exploits de la conquête spatiale, les exploits commis par les Russes, pour vanter la grande Russie qui est en train de se moderniser. Donc pour lui, c'est un échec et ça laisse la place, évidemment, maintenant à l'Inde. En effet, comme le relatait le New York Times, cela fait partie du discours du Kremlin selon lequel la Russie est une grande nation freinée par un Occident dirigé par les États-Unis, jaloux et menacé par les capacités de la Russie. L'industrie spatiale russe en particulier s'est avérée un outil précieux alors que la Russie s'efforce de rebâtir ses relations géopolitiques.
Ce qui est aussi surprenant, c'est que malgré cet échec-là, les Russes continuent d'annoncer qu'ils ont l'intention d'envoyer des cosmonautes sur la Lune dans les années 2030, puis d'installer une base sur la Lune dans les années 2040, et finalement, à partir des années 2050, on va se servir de la Lune pour exploiter ses ressources et comme tremplin vers le reste du système solaire. Donc, malgré l'échec, les Russes continuent de nous dire qu'ils sont une grande nation qui vont réussir à s'installer sur la Lune dans les prochaines années. Or, c'est justement ce qu'a réussi l'Inde en posant avec succès son atterrisseur Vikram le 23 août. Ce pays parvient ainsi à sa deuxième tentative d'alunissage à devenir le quatrième à s'être posé sur la Lune après l'Union soviétique et les États-Unis en 1966 et la Chine en 2013. Encore une fois, on a pu suivre sur Internet l'alunissage de la sonde. Toujours quelque chose de vraiment intéressant à suivre parce qu'évidemment, on ne sait pas ce qui va arriver. Et dans le cas présent, encore là, on voyait ce qui se passait au centre de contrôle de l'agence spatiale indienne qui s'appelle ISRO. Les Indiens nous fournissaient un peu de données sur un peu l'altitude et la distance à laquelle se trouve la sonde, mais on devait surtout lire sur leur visage ce qui se passait. La tentative d'alunissage a commencé à 8h14 heure du Québec et devait durer 19 minutes. Donc, on pourrait presque parler de 19 minutes de terreur, c'est-à-dire où on suit l'alunissage. Évidemment, là, on voit la sonde s'approcher de la Lune, on voit que tout se passe bien, la sonde communique avec la Terre, les ingénieurs sont de plus en plus stressés, on le voit très bien sur le visage, et finalement arrive le moment fatidique où la sonde se pose sur la Lune, et cette fois-là, on reste en contact avec la sonde, donc la sonde a réussi son alunissage. Et là, c'est un grand moment d'émotion, un peu comme des fois nous l'offrent les Américains quand ils se posent sur Mars. Là, évidemment, il y a un concert d'applaudissements, tout le monde est heureux. L'Inde a réussi à sa deuxième tentative de se poser sur la Lune. C'est vraiment pour l'Inde et même pour nous un moment important, puisque d'ailleurs, le premier ministre indien, Modi, a assisté à l'opération, donc il était sur place. Bon, ça montre à quel point l'Inde accordait beaucoup d'importance. D'ailleurs, à la suite de ça, Modi va proclamer que le 23 août, c'est la journée nationale de l'espace en Inde. Un grand moment pour l'Inde, puis un beau moment pour nous. Quelques heures après l'alunissage, l'astromobile Pragyan emprunte une passerelle pour descendre sur le sol lunaire. L'ISRO complète alors en quelques heures seulement l'essentiel de la mission Chandrayaan 3. Il s'agissait avant tout d'une opération de démonstration technologique visant à montrer les capacités de parvenir jusque sur le sol lunaire. Néanmoins, Vikram et Pragyan transportent une série d'expériences scientifiques à réaliser au cours des 12 prochains jours, soit avant que ne sévisse la dure nuit lunaire. Comme on l'expliquait, les sondes ne sont pas conçues pour résister au froid de la nuit. Donc, le 3 septembre, tel que prévu, Vikram a été mis en hibernation. Tous ses appareils ont été éteints, sauf le récepteur radio. Et par ailleurs, le petit tout-terrain Pragyan, lui, avait été mis en hibernation quelques jours plus tard, après avoir parcouru une centaine de mètres à la surface de la Lune. C'était en soi un beau succès pour les Indiens. Maintenant, les contrôleurs espéraient que peut-être que malgré tout, les sondes pourraient peut-être survivre à la nuit lunaire et être réanimées lorsque le jour reviendrait à la fin du mois de septembre. Hélas, ce ne fut pas le cas. Les sondes n'ont pas résisté au froid lunaire qui est de l'ordre de moins 130 degrés, donc c'est très très froid sur la Lune. Maintenant, il n'en reste pas moins que c'est un succès éclatant pour l'Inde, c'est-à-dire que non seulement elle a réussi son alunissage, mais les sondes ont exploré tel que prévu la Lune. Succès complet, mission accomplie. De son côté, le patron de l'agence spatiale russe, Roscosmos, a fait une admission qui aurait été impensable à l'époque soviétique. L'histoire de l'exploration spatiale est sommée de nombreux échecs, a admis Yuri Borisov. Plus de 10 missions de sondes lunaires ont échoué avant que Luna 9 ne parvienne sur la Lune en 1966. Et chacun de ces échecs a fourni des connaissances utiles aux ingénieurs. Ce qui est intéressant dans les propos de Borisov, c'est qu'à l'époque de l'Union soviétique, les échecs n'existaient pas. En fait, quand il se produisait un incident, c'était toujours la faute de saboteurs anti-révolutionnaires, anti-soviétiques qui avaient fait en sorte qu'il y avait eu un échec. Et à l'époque, comme on l'a relaté dans des balados précédents, jamais les soviétiques n'avouaient des échecs.
Sauf que parfois, ils étaient confrontés où l'échec était tellement au vu et au su de tous qu'ils ne pouvaient pas le cacher. À ce moment-là, c'était jamais à cause d'eux, c'était toujours l'œuvre de saboteurs anti-soviétiques. Le 6 septembre, une fusée japonaise H-2A expédie vers la Lune la sonde SLIM pour Smart Lander for Investigating Moon de l'agence spatiale japonaise JAXA. Alors, comment s'est passé ce lancement, Claude ? Encore une fois, cette sonde-là emploie une autre stratégie pour se rendre jusqu'à la Lune. Dans un premier temps, la sonde passe environ 5000 km de la surface lunaire et se sert de la Lune comme d'une fronde pour poursuivre sa course jusqu'à 1 700 000 km de la Terre pour ensuite revenir se placer en orbite autour de la Lune. Elle se place encore là sur une orbite elliptique et qu'elle va circulariser durant le mois de janvier à 600 km d'altitude avant d'entreprendre les manœuvres d'alunissage. Entre-temps, le 7 janvier, la firme américaine Astrobotic profite du vol d'essai d'une nouvelle fusée pour lancer sa sonde Peregrine vers la Lune. Le premier tir d'une fusée étant une opération plus risquée que d'ordinaire, Astrobotic prend le risque de voyager gratuitement à bord de la première fusée Vulcan, un lanceur conçu pour remplacer les vénérables Atlas V. Au grand soulagement de tous, et même je dirais à l'étonnement, la fusée Vulcan s'est envolée du premier coup au terme de son premier compte à rebours. Et ça, c'est assez rare, parce qu'habituellement, quand on essaie une nouvelle fusée, il faut s'y prendre plusieurs fois. Il y a toujours des pépins techniques à la dernière minute. On pourrait rappeler le lancement de la fusée SLS de la NASA en 2022. Ça a pris plusieurs mois avant que la fusée ne s'envole. Dans le cas présent, la fusée Vulcan s'envole du premier coup et elle réussit parfaitement sa mission en expédiant Peregrine vers la Lune, vers une trajectoire quand même directe. Et à ce moment-là, Astrobotic nous dit tout va bien suite au lancement et nous prévoyons tenter de se poser sur la Lune le 23 février. Astrobotic a mis 16 ans pour développer son projet à l'instar de la firme japonaise iSpace. Elle vise à offrir un service de navette lunaire capable d'acheminer des équipements et des expériences pour une multitude de clients. C'est ainsi qu'à bord de Peregrine se trouvent 20 charges utiles, dont 5 financées par la NASA pour un coût de 108 millions de dollars. Les autres clients comprennent d'autres agences gouvernementales, des entreprises et même quelques objets commémoratifs. Malheureusement, comme vous le savez, peut-être Peregrine a raté son alunissage, comme Dylan va nous le conter. Eh bien, quelques heures après son envol, Peregrine connaît une défaillance majeure de son système de propulsion. Après analyse, Astrobotic conclut qu'une vanne de pressurisation de son moteur fusée ne se serait pas fermée correctement, ce qui a entraîné la rupture d'un réservoir et une perte massive de carburant. Résultat, une dizaine d'heures après le lancement, Astrobotic est contraint d'annoncer que Peregrine ne dispose plus de carburant nécessaire pour tenter un alunissage. Les contrôleurs réussissent tant bien que mal à stabiliser l'engin et à mettre en marche un bon nombre de ses charges utiles, ce qui permet d'évaluer leur bon fonctionnement. C'est là une mince consolation. La sonde poursuit sa route vers la Lune durant quelques jours, mais étant toujours soumise à la gravité terrestre, elle finit par retomber vers la Terre et se désintègre au-dessus du Pacifique, 11 jours après son lancement. Et voilà que le 19 janvier, la sonde japonaise SLIM amorce sa descente vers le sol lunaire. Elle tente de se poser sur la paroi d'un cratère de 300 mètres de diamètre situé au sud de l'équateur, sur la face visible de la Lune. Le simple fait de viser le bord d'un cratère est en soi une opération audacieuse car la sonde pourrait basculer peu après son alunissage. Mais son train d'atterrissage a été conçu spécialement pour parer à cette éventualité, Claude. Exactement. En fait, SLIM, c'est un engin particulièrement intéressant. C'est d'abord une sonde de très faible masse. Elle pèse 200 kg alors qu'une sonde lunaire pèse souvent autour d'une tonne. Et en outre, la sonde est munie de caméras et d'une carte géographique à bord de la sonde. Et là, à ce moment-là, au moment de l'alunissage, les caméras vont photographier le sol et l'ordinateur de bord va tenter d'interpréter où la sonde se trouve exactement par rapport à la carte géographique qui est à bord. Enfin, la sonde se pilote exactement comme s'il y avait un astronaute à bord qui pilotait la sonde vers le site d'atterrissage.
c'est une technologie vraiment intéressante parce qu'au fur et à mesure que la sonde descend, elle analyse sa trajectoire, elle regarde où elle s'en va se poser et elle corrige au fur et à mesure parce que l'idée, c'est d'essayer de se poser le plus précisément possible sur la cible visée. En fait, les Japonais espéraient se poser à moins de 100 mètres du but visé. Ce qui est intéressant dans cette technologie-là, c'est que les futures sondes Slim pourraient donc se poser sur des sites beaucoup plus difficiles d'accès et surtout des sites beaucoup plus intéressants à étudier. Et donc, ça ouvre une autre perspective. Parce qu'habituellement, là, quand on cherche à se poser sur la Lune, on essaie de jouer de prendre le moins de risques possible en se posant sur une plaine la moins accidentée possible. Mais ça nous empêche de se poser, d'explorer des endroits très intéressants sur la Lune, par exemple, des parois de cratères, certaines vallées, certaines crevasses, etc. La technologie que les Japonais sont en train de mettre au point avec Slim devrait permettre, si tout va bien, d'explorer des endroits vraiment très intéressants de la Lune, mais plutôt difficiles d'accès. C'est le genre de technologie vraisemblablement qu'on retrouvera sur des missions avec des humains à bord. J'imagine que nous allons faire une grande part à la technologie pour aller se poser sur la Lune. Oui, sauf que quand on met des humains à bord, on ne veut pas prendre de risques outre mesure parce que là, il y a la vie d'hommes et de femmes en jeu. Donc, on va quand même toujours... évidemment, l'homme peut intervenir. On se souvient tous d'Apollo 11 où Neil Armstrong avait évité de justesse un cratère. Si ça n'avait pas été dû à bord, le module lunaire se serait probablement écrasé dans un cratère. Il en reste pas moins qu'on ne prendra pas de risque d'envoyer des hommes dans des sites dangereux alors qu'avec des sondes de type Slim, ben, si jamais on manque son coup, on fait juste perdre la sonde, mais ça ouvre des perspectives. Mais avec les hommes, on va toujours être prudent. C'est sûr que dans 20, 30, 40 ans, on aurait des technologies qu'on ne possède pas aujourd'hui, mais le Slim est dans le fond une belle démonstration, je pense qu'on peut parler d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un pilote à bord, parce qu'il faut savoir, je ne l'ai peut-être pas dit jusqu'à maintenant, là, mais tous les alunissages se font en mode automatique. Là. Le fait qu'il y a un délai d'à peu près 3 secondes entre la Terre et la Lune, quand vous envoyez un message, le temps d'avoir la réponse, ça fait que les contrôleurs sur Terre ne peuvent pas piloter en direct la sonde. Tout doit se faire de façon entièrement automatique. Donc, c'est la sonde qui doit décider à la dernière seconde où elle va se poser, si elle a vu un rocher, un cratère, etc. Les atterrissages, les alunissages se font toujours en mode automatique, mais avec Slim, il y a comme de l'intelligence artificielle à bord. Juste avant de se poser, Slim éjecte une paire de microsondes de conception originale, dites LEV, Lunar Excursion Vehicles. Et parvenu sur le sol lunaire, LEV-1 tentera de s'y déplacer en effectuant des bonds de sauterelle, tandis que LEV-2, une sphère de la taille d'une balle de baseball, tentera, elle, de ramper sur la surface. C'est assez original. Et après l'alunissage, Slim passera le reste de la journée lunaire, soit 2 semaines terrestres, à mener une série d'observations. Alors Claude, comment s'est passé l'alunissage de Slim et de ses petites sondes ? C'était quand même plaisant de penser qu'on assistait à un 3e alunissage en quelques mois. On se retrouve donc à l'heure du Québec au matin du 19 janvier, il est 10 heures du matin. La sonde Slim va entreprendre son alunissage qui va durer une 20aine de minutes. Et là, je dois dire que l'Agence spatiale japonaise nous a offert un beau cadeau. C'est-à-dire qu'au lieu de nous présenter, comme on voit habituellement les techniciens dans la salle de contrôle, ils nous ont présenté littéralement un tableau de bord sur lequel on voyait toutes les données que voyaient les contrôleurs au sol. Donc, on voyait exactement où la sonde se trouvait par rapport à la Lune, à quelle vitesse elle progressait, à quelle vitesse elle descendait. On voyait la consommation de carburant, combien y avait-il encore de carburant dans les réservoirs. On voyait les contrôles, des systèmes qui nous montraient des indicateurs qui nous montraient l'allumage des moteurs fusées. On pouvait suivre vraiment la sonde exactement comme le faisaient les contrôleurs. Et à ce moment-là, on était au fait de la situation exactement comme eux. C'était vraiment fascinant à voir. Évidemment, il n'y a jamais de caméra qui nous montre ce que la sonde voit. Donc, on voit juste des données, mais on était exactement à la place des contrôleurs. C'était vraiment fascinant à voir. Et comme on a pu voir, la sonde a descendu normalement vers la Lune. Un détail intéressant, environ à une 50aine de mètres d'altitude, la sonde s'est stabilisée, elle est restée à 50 mètres d'altitude, afin d'analyser le sol, afin de voir exactement qu'est-ce qu'il y a sous elle, où elle pourrait se diriger, où il n'y a pas de rocher ou de cratère. On voyait la sonde travailler et finalement, on l'a vu se poser. Petit problème, la sonde se pose, on n'a plus aucun contact radio avec elle. C'est le silence.
Tout semble bien s'être passé, sauf que là, au lieu d'assister à un concert d'applaudissements comme on avait assisté quelques mois plus tôt avec la sonde indienne, là, c'est le silence. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Tout semble s'être bien passé. Les contrôleurs tentent de rétablir la communication avec la sonde. On n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe et l'agence spatiale japonaise ne nous donne aucune information. Finalement, après 25 minutes de diffusion sur la Lune, l'agence spatiale cesse sa diffusion en disant « Écoutez, nous allons vous revenir dans 2 heures lors d'une conférence de presse. » Ce qui fait que là, on est plongé. Tout semble s'être bien passé, mais on n'a aucune information. Est-ce que la sonde a réussi à se poser sur la Lune? Et finalement, vers l'heure du midi, l'agence spatiale japonaise tient une conférence de presse dans laquelle ils annoncent qu'effectivement, la sonde s'est bel et bien posée. Elle est en contact avec la Terre, donc c'est une réussite. Il y a cependant un petit problème technique. La sonde s'est mal posée sur la Lune, c'est-à-dire que ses panneaux solaires ne sont pas orientés vers le Soleil, mais en direction opposée au Soleil, de sorte que la sonde ne reçoit pas d'énergie électrique. Elle fonctionne sur ses piles. Donc, la sonde a encore de l'électricité à bord, mais très peu, et probablement qu'elle ne va pas fonctionner pendant plusieurs heures. Donc, il y a eu une petite anomalie. Mais au moins, ce qu'on sait, c'est que la sonde s'est posée avec succès sur la Lune. C'est un grand succès pour le Japon. Le Japon devient le 5e pays à s'être posé sur la Lune après l'Union soviétique, les États-Unis, la Chine, l'Inde et maintenant le Japon. C'est une grande réussite, mais avec un petit bémol malheureusement. Mais la sonde s'était bel et bien posée sur la Lune. C'était déjà un succès. Il a été découvert par la suite que la sonde s'est bien posée, mais s'est posée la tête la première dans la poussière lunaire, un peu à la manière de l'obus de Jules Verne, et que pour cette raison, les panneaux solaires font face à l'ouest, ce qui n'était pas prévu, et qui se retrouve dans l'ombre lunaire au moment de l'alunissage. Néanmoins, c'est une belle réussite pour le Japon qui devient le 5e pays à se poser sur la Lune. Et l'exploit japonais est d'autant plus remarquable que la JAXA a réussi du premier coup, comme la Chine en 2013, en se posant de surcroît sur un site difficile d'accès. On apprend aussi que les 2 microsondes LEV ont été larguées avec succès et qu'elles sont en contact radio avec la Terre. C'est même l'une d'elles qui nous a envoyé des clichés de Slim en fâcheuse posture. Et ce qui est intéressant, c'est que donc quelques heures après que la sonde se soit posée, les Japonais ont fermé l'essentiel des équipements électroniques pour économiser l'énergie, en se disant qu'entre-temps, le Soleil allait changer d'orientation là, au fil de la journée lunaire. La journée lunaire qui dure 2 semaines sur Terre. Le Soleil allait éventuellement pouvoir éclairer davantage les panneaux solaires de la sonde. Et ce qui fut fait. C'est-à-dire qu'à la fin du mois de septembre, vers le 28, le Soleil s'est mis à réalimenter les panneaux solaires de la sonde. Les Japonais ont réallumé la sonde, repris contact avec elle, et là, donc, et ont pu mener pendant quelques jours des observations scientifiques. Donc, jusqu'à ce que la nuit lunaire apparaisse telle que prévue fin septembre, début octobre, et là, fin janvier, excusez-moi, j'ai dit septembre, fin janvier. Donc, la sonde a cessé de fonctionner, mais ça confirmait que tout s'était bien passé, même si on n'a pas récolté autant d'observations scientifiques. Ça reste quand même un très grand succès. Et les 2 petites sondes LEV, elles aussi, ont fonctionné tel que prévu. Donc, un succès presque parfait. Encore là, comme on l'a dit, l'espace, ça demeure un milieu hostile. La moindre petite erreur peut être fatale. Ça a presque été le cas dans le cas de la sonde japonaise, mais c'est une belle réussite. Et donc, sur un des clichés des petites sondes LEV, on voit la sonde planter la tête la première. Ça doit être une première, à ma connaissance, qu'une sonde arrive entière, mais dans le mauvais sens, Claude, peut-être ? Exactement. En fait, il y a eu des cas comme ça par le passé, mais ça a été l'échec. Alors que dans le cas de la sonde japonaise, elle est très résiliente. Elle a quand même pu prendre contact avec la Terre et transmettre certaines données. D'ailleurs, un jour, on en reparlera, les Japonais ont développé une expertise assez intéressante, unique dans la matière.
Ça fait plusieurs fois qu'ils ratent leur mission dans un premier temps, mais qu'ils réussissent à la sauver par la suite. Il y a on prédit que les engins spatiaux japonais ont une résilience qu'on voit rarement sur d'autres engins. On en reparlera un jour. Il y a des sondes qui ont exploré la planète Vénus ou certains astéroïdes qui ont manqué le premier coup leur mission, mais qui se sont repris par la suite. Les Japonais ont vraiment une expertise remarquable. Et ça, c'est une belle démonstration de, malgré un atterrissage quelque peu raté, la sonde a quand même réussi sa mission. Et dans le cas de Slim, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Pourquoi l'atterrissage ne s'est pas passé comme prévu? Ça, évidemment, il va y avoir une analyse qui va être faite et éventuellement, on va avoir plus de détails. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu un problème avec une tuyère. Donc, il y a des problèmes techniques. Éventuellement, dans quelques mois, on va avoir un rapport technique qui va nous expliquer exactement ce qui s'est passé. Mais comme on peut voir, certains problèmes n'ont quand même pas été fatals, ce qui est en soi un exploit. Il y a tout juste 20 ans, le 14 janvier 2004, le président George Bush fils annonçait que des astronautes américains retourneraient sur la Lune avant 2020, comme nous le racontions dans le balado 71 à propos d'Artemis, le rêve du retour sur la Lune. Or, nous sommes 20 ans plus tard, voilà que l'on attend toujours. En effet, le 9 janvier dernier, la NASA annonce le report de 10 mois de ce premier alunissage. Prévu pour décembre 2025, cette mission dite Artemis 3 n'aura pas lieu avant au moins septembre 2026 donc. Exactement. En fait, ce report-là n'a surpris personne. C'est-à-dire qu'on sait depuis au moins une bonne année, sinon 2 ans, que le matériel nécessaire pour accomplir un retour de l'homme sur la Lune ne sera pas prêt à temps, ne sera pas prêt pour décembre 2025. Donc, ce que la NASA a annoncé au mois de janvier ne surprit personne parce qu'on s'y attendait de toute façon. De surcroît, en décembre dernier, le Government Accountability Office, GAO, l'agence gouvernementale indépendante et non partisane qui fournit des services d'audit, d'évaluation et d'enquête au Congrès américain, conclut dans un rapport détaillé sur l'état d'avancement du programme Artemis qu'il est peu probable que le premier alunissage ait lieu avant 2027. Oui, le GAO parle de 2027. En fait, cette agence conseil explique que la lenteur des progrès réalisés sur le module lunaire HLS développé par SpaceX et les scaphandres lunaires conçus par Axiom Space ne permettra pas à la NASA d'atteindre son objectif d'alunissage fin 2025. SpaceX conclut que le GAO est confronté à de multiples problèmes qui mettent en péril sa capacité à soutenir la mission Artemis 3 en 2025. Le GAO nous rappelle même qu'il est peu probable, dès le début du programme HLS, que Starship serait prêt à temps. Le GAO réitère ainsi ce que nous rapportions dans notre balado 71 diffusé en septembre 2021, à savoir que le 16 avril 2021, la NASA rend une décision surprenante. Elle confie à SpaceX le soin de concevoir le module lunaire qui amènera les astronautes d'Artemis 3 sur la Lune en 2024, et que la NASA appelle le HLS pour Human Landing System. En fait, comme nous expliquions dans ce balado-là, ce qui est un peu surprenant, c'est que le SpaceX est en compétition avec 2 autres entreprises, Blue Origin et Dynetics, qui proposaient des modules lunaires plutôt conventionnels, des modules lunaires qui ressemblent assez aux modules lunaires d'Apollo qu'on connaît très bien. Tandis que SpaceX proposait une toute autre formule, une fusée, littéralement une fusée, qui est 7 fois plus haute qu'un module lunaire conventionnel, fusée basée sur le fameux Starship, son fameux Starship. Ce système-là, ça voulait dire que les astronautes qui allaient se poser sur la Lune étaient jugés au sommet d'une fusée à 80 mètres au-dessus du sol, que pour aller sur la Lune, ils devraient descendre le long d'une échelle longue de 80 mètres. 80 mètres, là, c'est la hauteur d'un édifice d'une 20aine d'étages. Ça veut dire qu'à partir du spaceship, tel que proposé par SpaceX, Starship plutôt, tel que proposé par SpaceX, les astronautes auraient eu à descendre une échelle équivalente d'une 20aine d'étages pour la remonter par la suite. Un peu comme Hergé l'avait décidé dans Tintin sur la Lune. C'était la formule la plus risquée des 3 et tout le monde était très surpris que la NASA retienne le projet de SpaceX plutôt qu'un module plus ou moins conventionnel développé par Blue Origin. Blue Origin, c'est la compagnie de Jeff Bezos, où il y avait l'autre compagnie aussi qui nous proposait. Donc, la NASA avait choisi la solution la plus risquée sans qu'on comprenne vraiment pourquoi.
Et pour la petite blague sur Tintin sur la Lune, en plus de descendre une grande échelle, il fallait qu'il passe devant le moteur atomique. Donc, absolument. C'était peut-être encore plus risqué. Exactement, tout à fait. Et s'ajoute maintenant un autre grand sujet de préoccupation. Le HLS de SpaceX est un vaisseau Starship qui s'insérera d'abord sur orbite terrestre en utilisant ses propres réserves de carburant. Par conséquent, ces réserves seront presque à sec une fois arrivées en orbite. Il faudra donc faire le plein avant de s'élancer vers la Lune. Pour ce faire, SpaceX prévoit de lancer un grand nombre de Starship pour ravitailler le HLS en milliers de litres de carburant, une opération très délicate qui n'a encore pas été testée à ce jour avec quelconque engin spatial. Exactement. En fait, pour comprendre le scénario d'une mission lunaire telle qu'Artemis 3 avec le système de Starship, voici un peu comment les choses devaient se dérouler. Dans un premier temps, SpaceX lancerait un vaisseau citerne, une station d'essence, on peut dire, qui placerait en orbite autour de la Terre, un Starship donc, et après ça, ce vaisseau-là devait être ravitaillé en carburant, des tonnes et des tonnes de méthane et d'oxygène qui seraient lancés par plusieurs autres Starships qui iraient s'arrimer à ce vaisseau-là pour remplir ses réservoirs. Une fois que le plein de la station d'essence aurait été fait, là, on lancerait encore un autre Starship, celui-là, le fameux module lunaire, qui irait s'arrimer à cette station d'essence-là pour faire le plein. Et seulement quand le Starship lunaire serait prêt, là, la NASA lancerait son équipage avec une fusée SLS à bord d'une capsule Orion qui irait rejoindre le Starship pour accomplir finalement la mission lunaire. Donc, c'est un scénario très complexe qui nécessite beaucoup de transportement de carburant, opération, comme on vient de le dire, qui n'a jamais été réalisée à ce jour. Donc, quelque chose de très complexe et on comprend mal pourquoi la NASA a choisi un tel scénario. Ça fait d'ailleurs l'objet, si je ne me trompe pas, du prochain vol d'essai du Starship, le vol numéro 3. Et il va être tenté une expérience de ce genre-là, mais avec un seul véhicule. Pour l'instant, ce sera déjà de pomper du carburant d'un réservoir à l'autre. À voir, à suivre. C'est ça exactement. Mais c'est ça une opération beaucoup plus simple que va tenter de faire SpaceX si jamais il réussit à placer son vaisseau en orbite. Mais c'est tout à fait autre chose de transborder du carburant entre deux vaisseaux qui doivent s'arrimer ensemble. Et dans le cas du système, ben, c'est pas juste le transportement d'un vaisseau à l'autre, c'est de plusieurs vaisseaux vers la station d'essence. C'est vraiment une opération complexe. Et combien faudra-t-il de Starship citernes ? C'est là le nerf de la guerre. Cette question fait l'objet de spéculations depuis le jour de la sélection de SpaceX par la NASA en 2021. Et selon les plus récentes estimations faites par des experts de la NASA, il faudra près d'une vingtaine de lancements de Starship. Elon Musk, lui, n'est pas d'accord, estimant qu'un maximum de 8 lancements devrait être suffisant, ajoutant même que cela pourrait être aussi peu que 4, mais on peut se méfier des visions optimistes du patron de SpaceX. Exactement, en effet. En fait, on pourrait résumer la situation en disant que avant qu'on voit la réalisation de la mission Artemis 3, c'est pas demain la veille, là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir et que la mission qui était à l'origine prévue pour décembre 2025, ben, personne n'y croyait. Et quand on regarde aujourd'hui, on se dit ben, c'est encore plus loin qu'on peut le penser même. Rappelons qu'un vaisseau Starship composé d'un premier étage Super Heavy et d'un second étage Starship surclasse en taille et en puissance une fusée lunaire Saturn V. Il y a même quasiment 2 fois la poussée d'une Saturn V. Le GAO estime que SpaceX aura besoin de 16 lancements au total pour une opération HLS, plus le lancement de la fusée SLS de la NASA. Ça fait beaucoup. Exactement. Quand on y pense, là, à l'époque d'Apollo, on lançait une fusée Saturne V qui emportait tout le matériel et l'équipage pour réaliser une mission lunaire. Là, dans le cas du scénario dont on parle, on va devoir utiliser une quinzaine, une vingtaine de fusées plus puissante qu'une Saturne V pour réaliser une opération semblable. C'est quand même un peu hallucinant que dans les années 60, une seule fusée lunaire permet de tout faire et aujourd'hui, ça va être une quantité phénoménale. Quand on parle d'une quinzaine ou une vingtaine de fusées Starship, imaginez tout le carburant
que ça consomme. Imaginez toute la pollution, toute l'énergie utilisée, alors qu'on réussit à faire à peu près l'équivalent dans les années 60 avec les fusées Saturne V. C'est un peu à n'y rien comprendre. Oui, le but du système HLS, c'est de poser sur la Lune un Starship entier. C'est quand même une masse beaucoup plus importante qu'un module lunaire, qu'il soit des années 60 ou de notre temps. Donc c'est peut-être l'idée même de poser un vaisseau entier comme ça qui est peut-être à revoir. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un engin aussi gros à poser? C'est ça. En fait, l'idée aussi, il faut quand même le dire, c'était que le Starship va être réutilisable. C'est-à-dire qu'il va servir à faire la navette entre la Lune et une station qu'on appelle Gateway, qui va être placée en orbite autour de la Lune. Et donc, il va être utilisable plusieurs fois. Sauf qu'à chaque fois, il va falloir faire le plein de carburant. Un autre inconvénient du Starship, c'est qu'il est très haut, donc susceptible de basculer beaucoup plus qu'un module lunaire qui est plutôt trapu. Ça veut dire qu'il va falloir se poser sur une plaine, il va falloir se poser sur un endroit très, très plat. Sinon, le module lunaire, le Starship pourrait basculer. D'ailleurs, on peut donner une petite anecdote. En la mission Apollo 15, le module lunaire s'est posé un peu avec un certain angle, légèrement, il était penché vers le côté. Ça ne posait pas de problème, mais probablement que l'équivalent de Starship, le vaisseau aurait probablement basculé. Donc, le Starship ne pourra pas se poser n'importe où sur la Lune, pas aussi facilement qu'un module lunaire d'Apollo. Et en plus, les astronautes qui vont devoir descendre ou monter une échelle de 20 étages. J'imagine, je n'ai pas vu qu'ils vont mettre peut-être un système comme d'ascenseur, sauf qu'il va toujours falloir prévoir la possibilité que l'ascenseur tombe en panne et que les marcheurs vont devoir escalader une échelle de 20 étages. Écoutez, moi, j'habite dans un immeuble de 20 étages, je m'amuse à monter les escaliers en manche de chemise et je trouve ça une opération relativement fatigante. Je me dis, si j'étais muni d'un gros scaphandre que j'avais exploré la Lune pendant 7-8 heures pour avoir, en fin de mission, devoir escalader une échelle de 20 étages, là, je ne sais pas comment je ferais. Mais c'est parce que tu le fais en gravité terrestre, Claude. On va te mettre en gravité lunaire dans ton immeuble, ça va aller beaucoup mieux. Oui, mais avec un gros scaphandre. Ça. Oui, pour moi, ça fait partie aussi du grand point d'interrogation de ce système, c'est que le vaisseau est vraiment très imposant, très grand. Voilà, à suivre. Ouais, à suivre, on en reparlera sur BAF. Dans ce contexte, on a assisté le 19 mai dernier à une volte-face assez remarquable de la part de la NASA. Elle a accordé à la firme Blue Origin de Jeff Bezos un contrat de 3,4 milliards de dollars pour la conception d'un second module lunaire, alors qu'elle aurait pu le faire 2 ans plus tôt. Sans avouer son inquiétude vis-à-vis du module lunaire de SpaceX, Bill Nelson, le patron de la NASA, prétend plutôt que « nous désirons davantage de concurrence, nous voulons 2 modules lunaires parce que c'est mieux ». Cela signifie que vous avez de la fiabilité, que vous avez une alternative. Cela nous permet aussi de partager les risques techniques comme les risques financiers. Le module lunaire que la société Blue Origin va construire pour la NASA s'appelle Blue Moon. Il avait été présenté à la NASA dès 2019. La NASA aurait pu choisir ce système-là. Ils ont préféré choisir celui de la NASA. C'est un module lunaire qui ressemble au module lunaire d'Apollo. Il est un peu plus gros. Mais si vous avez en tête le module lunaire d'Apollo, ça ressemble beaucoup. C'est un peu une version 2.0 du module lunaire. Ce module lunaire sera lancé par une fusée New Glenn, qui est aussi fabriquée par Blue Origin, et va être lancé avec tout son carburant, donc placé en orbite. Les astronautes vont pouvoir s'envoler à bord de leur fusée SLS et en capsule Orion, aller le rejoindre et faire route sur la Lune. Donc, il n'y a aucune opération de transportement de carburant. Vous lancez le module lunaire d'une part, vous lancez l'équipage d'autre part, et on s'en va vers la Lune. Ce module-là aussi, il est conçu pour transporter jusqu'à 4 astronautes sur la Lune qui pourraient y séjourner durant 30 jours. Donc, ça ouvre des possibilités vraiment intéressantes et c'est un système, évidemment, beaucoup, beaucoup plus simple que celui de SpaceX. Et comment expliquer le fait que, en premier lieu, le projet Blue Moon n'a pas été retenu et puis ensuite la NASA a fait un peu machine arrière? C'est une très bonne question pour laquelle, à ma connaissance, on n'a pas la réponse. En fait, la NASA a considéré que le système Starship offrait plus de possibilités.
Sauf que, comme à l'époque, tous les observateurs étaient très surpris que la NASA choisisse ce système-là, en se demandant c'était quoi les avantages. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, le système, évidemment, on connaît les déboires avec Starship. On va espérer que les choses vont bien se placer cette année, mais ça reste à voir. Et en même temps, le scénario qui fait qu'on doit procéder au remplissage des réservoirs à l'aide de plusieurs fusées Starship, ça pose problème. J'ai l'impression que la NASA s'est dit, là, c'est mon impression personnelle, quand on regarde les lancements de fusées Falcon 9, l'an passé, SpaceX en a lancé près d'une centaine de fusées Falcon, vraiment une opération remarquable. La NASA s'est dit, ils vont être capables de faire la même chose avec Starship, qui va devenir aussi, les vols vont devenir aussi réguliers que ceux de Falcon 9, donc on fait confiance à Elon Musk et à SpaceX, mais en même temps, comme je le disais il y a quelques minutes, d'utiliser une vingtaine de fusées pour réaliser une mission lunaire, alors qu'à l'époque des Apollo, on utilisait une seule fusée. Puis avec le système de Blue Origin, encore là, ça ressemble un peu à ça. On va utiliser 2 fusées, une pour lancer le module lunaire, une pour se rendre à la Lune. Ça me semble beaucoup plus logique, mais l'avenir nous dira qui avait raison. En principe, après un vol d'essai sans pilote, le Blue Moon devrait servir à l'occasion de la 5e mission Artemis prévue au moment de l'annonce en mai dernier pour 2029. Mais tout le monde comprend que si le HLS de SpaceX n'est pas disponible en temps voulu, ce qui peut être probable, le Blue Moon de Jeff Bezos pourrait alors prendre les devants. Le 3 avril, la NASA désigne l'équipage de la mission Artemis 2, cette fois-ci, qui, si tout va bien, sera le premier à se rendre jusqu'à la Lune en plus d'un demi-siècle. Signe d'ouverture des consciences, il s'agit d'un équipage diversifié, loin du monochrome et unisexe typique à l'ère d'Apollo, composé de 3 Américains, une femme et 2 hommes et d'un Canadien. Le Canadien en question, c'est Jeremy Hansen. Jeremy Hansen, il a été sélectionné comme astronaute en 2009, en même temps que David Saint-Jacques. David Saint-Jacques, c'est la fierté nationale du Québec. C'est l'astronaute québécois qui a passé 6 mois dans la station spatiale en 2019. Donc, Jérémy a été choisi en même temps que lui. Et Jérémy, lui, si tout va bien, il va avoir attendu une 15aine d'années avant d'aller dans l'espace. Ça me permet de dire, souvent les gens m'ont demandé dans la vie si j'avais pu, est-ce que je serais devenu astronaute? Et j'ai toujours dit que non, parce que l'une des qualités qu'il faut avoir quand on est astronaute, c'est d'être très patient. Dans le cas de David Saint-Jacques, il a attendu 10 ans avant de s'envoler pour l'espace. Dans le cas de Jérémy, il a attendu au moins 15 ans. Moi, je pense que je n'aurais pas cette patience-là. Ce qui fait que si tout va bien, Jérémy va aller dans l'espace après 15 ou 16 ans d'attente, d'entraînement. C'est sûr que c'est une grande mission. Il va avoir la chance d'aller jusqu'à la Lune, mais il fallait être patient. Petite question de curiosité à part, comment sont choisis les astronautes canadiens? Est-ce qu'ils sont choisis avec une parité en fonction de leur origine plutôt francophone ou anglophone, ou bien est-ce que ça ne joue pas dans la sélection? Ça doit jouer un tout petit peu, mais très très peu. C'est un peu comme en Europe, vous avez aussi un certain équilibre à établir. On choisit surtout des gens compétents. On tient compte du fait qu'il y a des francophones et des anglophones, mais lorsque l'Agence spatiale canadienne recrute 2 astronautes, je ne suis pas certain qu'ils recrutent nécessairement. D'ailleurs, ils ne recrutent pas nécessairement un francophone et un anglophone parce que, donc, en 2009, ils avaient choisi un francophone et un anglophone, mais en 2015, ils ont choisi 2 autres astronautes qui sont des anglophones qui viennent de l'ouest du pays. Il y a une certaine préoccupation. Par contre, une des qualités qu'il faut avoir quand on est astronaute canadien, c'est en principe de parler les 2 langues, donc de parler l'anglais et le français. Certains astronautes anglophones parlent plus ou moins le français, mais c'est quelque chose qu'ils doivent faire. Mais c'est pas un critère absolu, mais ça fait partie des critères à compétences égales. Possiblement que s'il y en a un qui est un Québécois, ça aide un peu. Mais comme je vous dis, les 2 derniers étaient des Canadiens anglais. David est notre astronaute québécois. Évidemment, le premier astronaute canadien à être allé dans l'espace, c'est un Québécois, Marc Garneau. Donc, il y a un certain équilibre qui est établi. Mon cher Dylan, comment va donc se dérouler la mission Artemis 2? Dans un premier temps, une fusée SLS placera la capsule d'Orion transportant les 4 astronautes en orbite terrestre où l'équipage demeurera une journée, le temps de vérifier le parfait fonctionnement et le parfait état de tous les systèmes à bord. Les astronautes effectueront aussi des pratiques de rendez-vous orbital avec le dernier étage de la fusée SLS.
Ensuite, si tout va bien, Orion s'élancera vers la Lune en empruntant une trajectoire dite de retour libre, c'est-à-dire que, advenant un problème majeur de propulsion, la capsule reviendra naturellement vers la Terre. Orion contournera la Lune sans se mettre en orbite autour d'elle. Elle reviendra finalement amérir dans le Pacifique au terme d'une envolée de 10 jours. En 1968, les 3 premiers astronautes à se rendre jusqu'à la Lune, l'équipage d'Apollo 8, en avaient fait le tour 10 fois durant la journée de Noël, avant de revenir amérir dans le Pacifique 6 jours plus tard. Malheureusement, l'équipage d'Artemis II n'a pas fini de patienter car le 9 janvier dernier, la NASA a pris un peu tout le monde par surprise en annonçant le report de cette mission de 10 mois. Artemis II n'aura donc pas lieu avant septembre 2025 ou plus tôt. Voilà qui étonne un brin, car si on s'attendait à ce que ce vol connaisse des retards dans les derniers mois de préparation, on n'avait pas vu venir un report si tôt dans les préparatifs. Exactement. En fait, par exemple, la mission est prévue pour l'automne 2025. Ce ne serait pas surprenant qu'au printemps 2025 ou à l'été 2025, elle soit reportée un peu plus tard, à la fin de l'année, peut-être au début 2027. Mais là, on est 10 mois avant, ça a surpris un peu tout le monde. Ce qui a surpris aussi, c'est que la NASA nous fait part de 3 problèmes qui justifient ce fameux retard-là. Le premier problème, on le connaissait, c'était l'effritement du bouclier thermique de la capsule de la mission Artemis 1 qui est revenue sur Terre le 11 décembre 2022. Il faut savoir que quand on revient de la Lune, on rentre dans l'atmosphère terrestre à la vitesse de 40 000 km/h. Quand on est en orbite terrestre, par exemple, on veut revenir sur Terre à partir de la Station spatiale internationale, on rentre à ce moment-là dans l'atmosphère à la vitesse de 28 000 km/h. Quand vous revenez de la Lune, c'est 40 000 km/h. C'est beaucoup plus vite. Ça veut dire que l'échauffement que vous subissez en traversant l'atmosphère terrestre est beaucoup plus intense quand on revient de la Lune que quand on revient de l'orbite terrestre. Donc, la capsule est protégée par un bouclier thermique. Et une particularité assez étonnante, c'est que le bouclier thermique est conçu pour s'effriter durant la descente, pour se morceler, pour s'égrener peu à peu, ce qui permet d'évacuer la chaleur. Chaque parcelle du bouclier thermique qui s'échappe apporte avec lui une partie de la chaleur. Donc, c'est normal que le bouclier s'effrite, pas complètement, mais en partie durant la descente. Dans le cas de la mission Artemis 1, ce bouclier s'est effrité un peu plus que prévu. En soi, c'était pas grave. C'est-à-dire que s'il y avait eu des hommes à bord, s'il y avait eu un équipage à bord, il serait revenu indemne sur Terre. Il n'y avait pas de problème. Sauf que le fait que le bouclier thermique se soit effrité un peu plus que prévu inquiète beaucoup la NASA. La NASA cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste. Comment se fait-il que le bouclier se soit effrité un peu plus que prévu? Et donc, il y a beaucoup d'études qui sont menées depuis le retour de la capsule d'Artemis 1 pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et la NASA prévoit avoir solutionné le problème d'ici le printemps prochain. Mais à ce moment-là, peut-être qu'il va falloir modifier le bouclier d'Artemis 2 et 3 pour être certain que l'équipage ne courra aucun danger. En fait, la NASA veut parfaitement comprendre le problème du bouclier thermique pour ne pas courir des risques lors d'une éventuelle mission Artemis, que ce soit Artemis 2, 3, 4, 5, 6. On veut connaître le problème. On veut trouver la solution, donc c'est ce qui va demander plus de temps. C'est toujours étonnant de voir que malgré 60 ou 70 ans d'expérience en matière de technologie spatiale, on ait toujours des surprises en fait sur des technologies qui finalement on pensait maîtriser, et puis on a encore des problèmes sur un bouclier thermique par exemple. En fait, c'est intéressant comme point que tu fais ressortir. Le problème qu'on a peut-être, c'est que les ingénieurs qui ont mis au point le bouclier thermique de la capsule Apollo, évidemment, ils sont disparus depuis longtemps. C'est une nouvelle génération. En fait, il s'est découlé peut-être 2-3 générations d'ingénieurs entre ceux d'Apollo et ceux d'aujourd'hui. Donc, ceux d'aujourd'hui, entre guillemets, ils n'ont pas l'expérience. Si on avait conçu d'autres engins lunaires dans les années 70, 80, 90, l'expérience se serait transmise d'une génération à l'autre d'ingénieurs. Là, tu as des ingénieurs, et je ne doute pas de leurs compétences, surtout pas, mais c'est comme des ingénieurs qui ont un peu tout à réinventer parce que ceux qui ont conçu le bouclier thermique d'Apollo ne sont plus là pour peut-être le faire valoir de leur expérience.
Et ça, c'est le problème quand on prend trop de temps à réaliser des projets, on perd l'expertise. Je pourrais donner un exemple bien simple qu'on a probablement tous vécu, Florent et moi, et tous ceux qui nous écoutent. Si vous utilisez un logiciel d'informatique pendant 2-3 années, puis qu'à un moment donné, vous le mettez de côté, vous ne l'utilisez pas, et vous revenez des fois 1 an ou 2 plus tard, ça prend des fois quelques minutes à se rappeler comment on utilisait ce logiciel-là, qu'on a utilisé pourtant peut-être des milliers de fois. Là, imaginez si pendant 20, 30, 40, 50 ans, on ne conçoit pas de bouclier thermique, et là, il faut le faire, tout est à recommencer, et c'est un peu ce qui se passe. La NASA a aussi mis au jour 2 autres problèmes. L'un concerne le système d'évasion d'urgence de la capsule Orion, parent à une défaillance catastrophique de la fusée SLS lors du lancement. Et l'autre problème concerne des composants électroniques défectueux découverts dans la capsule Orion d'Artemis 3. La NASA, ne voulant prendre aucun risque, elle a décidé de remplacer les circuits équivalents dans la capsule d'Artemis 2, même si ceux-ci ne montrent aucun signe de défectuosité. Voilà qui va rajouter donc des délais supplémentaires. Exactement. Tout ça pour dire qu'actuellement, la mission Artemis 2 est prévue pour l'automne 2025, pour septembre 2025, mais la NASA nous dit déjà au plus tôt septembre 2025. Mais on peut facilement penser que la mission n'aura pas lieu avant 2026, ce qui est un peu normal. Donc, si vous avez l'intention d'aller voir le lancement, n'achetez pas vos billets tout de suite. Je pense que, moi, là, j'ouvre une parenthèse, j'aimerais ça aller assister au lancement, mais comme probablement qu'il va être reporté 2, 3, 4, 5, 6 fois sur une période de X mois, ça ne me permettrait pas de le faire. Donc, ça serait fantastique d'assister à ce lancement-là, mais ça serait très compliqué de le faire parce que le lancement peut facilement être décalé de plusieurs semaines à quelques mois même. Si on veut faire le bilan maintenant des succès et des échecs des sondes lunaires lancées ces dernières années, on constate que les agences spatiales gouvernementales réussissent là où échoue le privé. C'est ainsi que la Chine est parvenue par 3 fois à se poser sur la Lune, l'Inde 1 fois avec 2 tentatives et le Japon du premier coup, mais pas la Russie de Vladimir Poutine. Côté privé, hélas, 3 échecs en autant de tentatives. Quoi qu'il en soit, on prévoit de poursuivre de plus belle notre retour sur la Lune au moyen de sondes. C'est ainsi que la firme américaine Intuitive Machines prévoit de lancer sa sonde Nova-C en février, au moyen d'une fusée Falcon 9. De son côté, la Chine prépare le lancement de Chang'e 6 au printemps. Si tout va bien, cette sonde pourrait nous rapporter les premiers échantillons de la face cachée de la Lune. Quant à la firme japonaise iSpace, elle envisage de lancer une seconde sonde Hakuto Air dès l'hiver prochain. Et une foule d'autres projets sont en préparation pour les années suivantes. Alors, Claude, pourquoi un si grand intérêt pour la Lune ? En fait, cette réponse-là, il y a 3 façons d'y répondre. Le premier intérêt pour la Lune, je pense, c'est un intérêt national, c'est-à-dire que différents pays veulent se poser sur la Lune pour montrer leur capacité technologique. En fait, on assiste un peu actuellement à une sorte de course où différents pays, que ce soit l'Inde, le Japon, différentes entreprises privées, veulent montrer qu'elles ont les capacités de se poser sur la Lune. Et comme on l'a vu dans le cas de l'Inde et du Japon, il y a une très grande fierté à dire « Nous sommes parvenus sur la Lune, nous avons les capacités de nous poser sur la Lune. » Voilà qui démontre notre excellence technologique nationale. D'ailleurs, c'est amusant de penser qu'à l'heure où on se parle, à la fois la Chine, l'Inde, le Japon se sont posés sur la Lune. Les Américains n'ont pas encore réussi à se poser sur la Lune. En fait, la NASA n'a pas fait de tentative en tant que telle. Certaines entreprises dont Astro Robotics ont tenté. Donc, les Américains ne sont pas retournés sur la Lune, mais les autres pays l'ont déjà fait. On assiste par contre à une espèce de course informelle entre la Chine et les États-Unis, à savoir lequel des deux sera le premier à ramener des hommes sur la Lune. On nous parle pour la fin des années 2020. Donc, la Chine nous dit avant 2030, les Américains visent 2026-27. Ça reste à voir. La deuxième raison pourquoi on s'intéresse tant à la Lune, c'est l'idée de mettre sur pied un secteur commercial florissant. En fait, plusieurs gouvernements, notamment celui des États-Unis, du Japon, de l'Inde et dans une certaine mesure la Chine et l'Europe,
finance différentes entreprises pour qu'elles mettent au point des systèmes de transport lunaire, donc développer la capacité d'amener du matériel sur la Lune. L'idée de financer ce genre d'activité commerciale-là, c'est dans l'espoir de faire naître un véritable secteur commercial lunaire où différents intervenants, agences spatiales, entreprises, entrepreneurs, pourraient utiliser ces moyens-là pour se rendre sur la Lune et accomplir des opérations rentables. Donc, il y a beaucoup de gouvernements qui espèrent faire naître un secteur commercial, un secteur d'activité, un peu comme on a fait naître dans les années 60 le secteur des télécommunications ou encore le secteur des lancements commerciaux. Donc, plusieurs gouvernements se disent la Lune, c'est le futur domaine commercial où on va pouvoir faire des affaires, ça va être rentable. Et là, il y a une course un peu qui va être le premier à développer ce genre de système-là. La troisième raison, c'est qu'on se dit que la Lune, c'est peut-être un réservoir de ressources naturelles qu'on pourrait exploiter éventuellement. On voit la Lune comme peut-être que dans les années 2040, 2050, on va aller chercher des ressources naturelles sur la Lune pour les exploiter soit sur place ou soit les rapporter sur Terre. Donc, il y a déjà des gens qui entrevoient une industrie minière sur la Lune. C'est voir loin, ça pose toutes sortes de problèmes, dont des problèmes légaux dont on parlera éventuellement. Mais donc, on pense que la Lune, c'est peut-être un peu le futur territoire à exploiter commercialement. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on s'intéresse à la Lune et on pense même qu'un jour, la Lune pourrait servir de tremplin vers l'exploration du système solaire. Donc, on voit la Lune comme étant un territoire très intéressant, possiblement très intéressant au niveau scientifique, au niveau du prestige national, mais au niveau aussi d'activités commerciales à développer dans les prochaines années. Donc, différents gouvernements, différentes entreprises privées s'affairent donc à développer ce secteur-là en pensant qu'il y a beaucoup d'argent à faire éventuellement. À ce propos, la NASA ne cesse de répéter que son programme Artemis a pour objectif d'établir les fondations d'une exploration scientifique à long terme de la Lune, de faire parvenir sur la Lune la première femme et la première personne de couleur, et de préparer les expéditions humaines vers Mars, et ce au bénéfice de tous. Cependant, devant l'enthousiasme que suscite cette reconquête de la Lune, certains observateurs y voient le risque d'attraper un coup de Lune. Les anglophones parlent de moonstruck, tout comme on risque d'attraper un coup de soleil sur la tête en s'y exposant de trop. Tu veux parler donc d'une sorte d'effet de mode, Claude, ou d'une course à vocation de prestige politique? En fait, la question qu'on peut se demander, c'est que il y a vraiment un enthousiasme pour la Lune actuellement, et on peut se demander si nos gouvernements, ou nos entreprises privées et même des investisseurs ne se lancent pas un peu tête baissée dans des projets sans trop se demander si c'est réaliste de faire ce genre de projet-là, si ces projets-là sont véritablement, entre guillemets, rentables d'un point de vue de prestige national, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue commercial, etc. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et ça, je pense que dans l'enthousiasme du moment, d'ailleurs, moi, ça me fait toujours sourciller quand j'entends la NASA qui nous dit que l'Artemis, c'est un projet qui prépare éventuellement la conquête de la planète Mars. Et ça, elle le dit à chaque fois qu'elle parle du programme Artemis, alors que la conquête de la planète Mars, c'est très, très loin de nous et c'est pas là quelque chose qui va nécessairement aller d'emblée. Tant qu'aux entreprises, il y a plusieurs entreprises qui mettent au point des systèmes de transport lunaire, mais est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce que, outre la NASA et peut-être l'Agence spatiale européenne, est-ce qu'il y a vraiment un besoin un marché commercial du transport lunaire? Ça reste à voir. Donc, j'ai l'impression que dans l'enthousiasme, je pourrais citer aussi l'exemple de l'Inde. L'Inde, suite à son atterrissage cet été, s'est dit que maintenant, elle allait se lancer vers la Lune parce que c'est l'avenir de l'humanité, etc. Je pense qu'on est dans l'enthousiasme et peut-être qu'on perd un peu de vue vraiment s'il s'agit de projets viables et devant l'enthousiasme, peut-être qu'on est des fois un peu moonstruck. Ainsi, dans le balado 71, Artemis, le rêve du retour sur la Lune, nous posons la question: qu'aurait-on pu faire avec la centaine de milliards de dollars consacrés au programme Artemis depuis 20 ans si on avait plutôt utilisé cette somme pour explorer la Lune et Mars à l'aide de sondes robotiques? Où en serions-nous aujourd'hui?
Devant l'enthousiasme que suscite la Lune, ne se lance-t-on pas à la tête baissée dans des projets non rentables humainement, comme tu viens de le dire ? Et rappelons enfin que nous avons exploré l'intérêt que représente la Lune dans le balado 41. La Lune, c'est inconnu. Un endroit qui nous réserve encore énormément de découvertes et de belles surprises, comme nous le disions. On a encore tout à apprendre à son sujet. Exactement. En fait, moi, je trouve que la Lune, elle est très intéressante, mais encore faut-il que ce soit pour les bonnes raisons, et je ne suis pas certain que l'engouement commercial et de prestige national auquel on assiste est le bon. Comme on le relatait dans le balado 41, peut-être qu'on aurait pu faire beaucoup mieux au lieu de dépenser 100 milliards pour le projet Artemis si on avait envoyé des sondes. Voilà qui termine un peu tour d'horizon de l'actualité de l'année 2023. Le balado précédent où on parlait de plus la présence de l'homme dans l'espace, celui-ci plus l'intérêt qu'on a pour la Lune. Évidemment, il y aurait eu beaucoup d'autres thèmes à couvrir, de thèmes qu'on va probablement couvrir durant l'année au fur et à mesure que l'occasion va se présenter. Mais tout ça pour dire que, comme je le dis souvent, on vit une période spatiale très intéressante. Des fois, les gens ont la nostalgie d'Apollo, mais j'avoue que moi, pour l'avoir vécu, je trouve qu'actuellement, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on n'en a pas parlé, là, mais il y a aussi l'exploration des planètes. Il y a ce que Webb et Hubble sont en train d'observer aussi. On vit une période intéressante et on va sûrement avoir l'occasion d'y revenir. Maintenant, pour le prochain balado, j'ai un petit devoir à vous suggérer. Le prochain balado va raconter la vie de Sergei Korolyov, le père du programme spatial soviétique. Or, Korolyov est né en 1907, 5 ans avant Wernher von Braun, le père du programme spatial américain, si on peut dire. Et comme vous allez voir, quand on va raconter la vie de Korolyov, il y a beaucoup de parallèles à faire entre lui et von Braun. Ils ont vécu à la même époque. Ils ont subi à peu près les mêmes problèmes. D'ailleurs, juste pour vous donner une idée intéressante, en préparant Korolyov, ce que je suis en train de faire actuellement, j'ai mis au jour le fait que les deux hommes sont nés donc à 5 ans d'intervalle, mais environ à 800 km l'un de l'autre. Là. Ils ont vraiment, ils étaient assez proches l'un de l'autre quand on y pense. Évidemment, ils ne se sont pas rencontrés. Donc, le petit devoir que je vous propose, c'est d'écouter les deux balados, le 106 et le 107, où je raconte la vie de Wernher von Braun. Et comme vous avez l'occasion de voir, quand on vous raconte la vie de Korolyov, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre les deux hommes. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le premier de 2 épisodes sur la vie vraiment étonnante et à une époque tout à fait renversante et qu'on oublie aujourd'hui, celle de Korolyov. En terminant, je rappelle toujours que j'ai toujours du plaisir à correspondre avec vous. Les gens nous écrivent souvent pour nous faire part de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, dans quel cadre ils écoutent le balado. Ils se présentent à nous. Souvent, on me fait des suggestions très intéressantes, des suggestions de balado. D'ailleurs, il y a des balados qui vont s'en venir éventuellement parce que vous nous avez fait des suggestions. Donc, si vous avez le goût de nous écrire, moi, j'ai toujours plaisir à vous lire et à vous répondre. Notre adresse est tout simple, baladovde@gmail.com, baladovde. Au plaisir de vous retrouver. Nous souhaitons remercier encore une fois tous les gens qui nous soutiennent via leurs messages et via leur soutien financier via la plateforme Patreon. Je vous rappelle que sur cette plateforme, vous pouvez nous laisser une contribution à la hauteur de vos moyens. Et pour 5$ et plus, vous aurez accès aux épisodes réguliers 2 semaines en avance, ainsi que l'entièreté des fascicules qui accompagnent les épisodes, soit des heures et des heures de lecture avec les dizaines de fascicules qui s'accumulent depuis quelques années maintenant. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier et Dylan Baillargeon, avec Claude Lafleur au contenu et Laurent Renigaud à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.